Alors, en direct de la studio mobile, me voici pour lancer un tout nouveau vlog. On est jeudi le 1, 2, 3 avril. Je suis un peu plus tôt que d'habitude pour commencer le vlog parce que le dernier était un peu plus long. Donc, je me suis dit que j'allais tout de suite entamer un nouveau. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai une lecture en cours qui est une lecture au long cours que j'espère pouvoir finir dans ce vlog-ci, mais ça se pourrait même que je le traîne sur un troisième vlog parce que je l'avais entamé dans le dernier vlog. Et c'est le fameux plus récent John Irving qui s'appelle The Last Chairlift. En français, c'est Les fantômes de l'hôtel Jérôme, mais je l'écoute en anglais, donc en livre audio, mais j'ai aussi la version papier avec moi à la maison. C'est du John Irving, c'est la première fois que je relis un John Irving depuis très longtemps. Et pour moi, ça fleure bon les John Irving du milieu de sa carrière, donc ceux qui sont pour moi les plus qualitatifs, qui sont pour moi les plus parlants. Par contre, j'avais oublié à quel point John Irving est déconcertant. C'est vraiment un auteur déconcertant. Faut pas être prude, faut pas avoir la bien-pensance trop fragile. Il va être là pour vraiment raconter des histoires, peu importe ce que ça va impliquer, peu importe ce que ça va nécessiter comme gymnastique morale. Mais c'est toujours aussi bien écrit. Donc, je suis là-dedans en ce moment. Puis sinon, ben cette semaine, comme je vais avoir ma lecture au long cours, j'ai vraiment plein de romans graphiques que j'avais empruntés à la bibli, une de mes biblies auxquelles je suis abonnée. Puis, en fait, j'ai encore du temps pour les lire, mais je pense que je vais peut-être essayer de lire des graphiques si je suis capable, parce que c'est des super romans graphiques que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est juste que je m'y suis comme juste pas mise. Donc, ça se peut que ce soit une semaine de graphiques avec le John Irving en arrière-plan, mais bon, hein, vous savez comment c'est. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Alors, sans plus tarder, allez, on lance le tout! J'ai chanté à tue-tête pendant des années L'Homme Pressé. J'avais assisté à des showcases dans des petits bars à Paris où j'avais vu le Mou. Bonjour! Alors, me voici, pause repas, vendredi 4 avril. Je voulais vous revenir sur un petit opuscule que j'ai pris le temps de lire ce matin avant le boulot, mais j'ai pas eu le temps d'en parler. C'est ceci. C'est vraiment assez mémorable. Le Petit Chaperon Rouge, oui, bien sûr, mais Mémoire d'outre-compte. Donc, proposé par Frédéric Elbaz et illustré par Clémentine Fauchon. C'est aux éditions 2. Et vous allez me dire, le Chaperon Rouge, je pensais que c'était un conte revisité parce que j'ai quand même voulu la quatrième de couverture, je pense, pour que vous soyez un petit peu plus, orienté. En même temps, ça ne dit pas grand-chose. Son histoire, les critiques, les psychanalystes, les conteurs, les enseignants, tous l'ont étudié, raconté, décortiqué, analysé. Mais ce soir, et pour la première fois, elle a accepté de s'adresser à vous et d'en donner sa propre version, en direct, en chair et en os. Donc, ce que vous entendez là, c'est un extrait, en fait, du livre. Et comme ça le dit, on va retrouver le Chaperon Rouge des années plus tard, après le moment du fameux conte. Donc, elle qui va chez sa grand-mère, qui se perd un peu en forêt, qui se fait aborder par un loup et qui se fait dévorer. C'est la version quand même édulcorée, puisqu'elle est encore là, pas édulcorée, mais qui fait en sorte qu'un chasseur est venu et l'a sauvé. Donc, la sortie du ventre du loup. Mais bref, on retrouve le Chaperon Rouge. Et on comprend que ce Chaperon Rouge-là, c'est une jeune femme qui vit un peu plus retirée, qui veut pas vraiment reparler de cette expérience-là depuis toutes ces années. Elle a une assistante qui gère pas mal les demandes de médias, mais cette fois-là, je sais pas pourquoi, elle sait pas pourquoi, elle a dit oui. Donc, un journaliste veut raconter son histoire. Puis elle a dit, bon, ben, OK, peut-être que c'est le temps. Donc, elle va se faire rencontrer par le journaliste dans sa maison, dans son propre milieu. Et il va lui demander de raconter son histoire en préparation à un moment qui va être une entrevue télévisuelle, comme vous avez entendu un petit peu la harangue et tout.
ça va quand même relativement bien se passer, même si elle a un petit peu des doutes et tout ça. Puis on va comprendre quand même qu'on la voit, il y a des choses qui sont non dites à chaque fois que ça fait référence à son passé, elle n'aborde pas trop ça. Elle agit beaucoup déjà là, la jeune femme, comme quelqu'un qui a vécu un traumatisme et qui n'est pas trop sûre nécessairement vouloir en parler. On va donc arriver à l'émission et elle va raconter sa propre version des faits, qui est en fait l'histoire du chaperon rouge, mais qui nous amène quand même une autre perspective où c'est une jeune femme, sa mère l'a dit, juste sors pas du chemin, va pas dans la forêt, va absolument chez ta grand-mère sans rien dire d'autre. Et quand elle est arrivée là, ben, elle a rencontré le loup puis elle commence à nous le décrire. Et c'est pas du tout un personnage qui est désagréable, en fait. C'est vraiment... Elle nous l'écrit comme un fameux manipulateur qui est là, qui a l'air très gentil, qui s'intéresse à elle, qui la fait sentir spéciale. Et puis, évidemment, dans un moment pour endormir sa vigilance, bon, on est un petit peu dans la dynamique de l'emprise, en fait. On est dans la dynamique de l'emprise. C'est comme si ça se passait tout en accéléré, puis éventuellement, il va réussir à obtenir d'elle de l'information par rapport à où elle s'en va, sa grand-mère, c'est quoi l'adresse et tout. Et c'est là qu'elle va finir par, en fait, malheureusement, rencontrer son destin qui de se faire agresser par le loup quand elle va arriver chez sa grand-mère. Donc, elle va raconter ça, puis plus ça va aller, puis plus on va se rendre compte que, en fait, il y a, en plus de cette perspective-là, qui, bien entendu, n'est pas sans rappeler, c'est une genre d'analogie pour l'agression en général, l'agression sexuelle potentiellement, même si là, dans ce cas-ci, évidemment, c'est un conte, on parle d'un loup qui mange le chaperon rouge, mais on s'entend qu'à l'époque, ça pouvait être une façon aussi d'évoquer les choses autrement. Et on se rend compte que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait maintenant et on lui pose la question. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle va faire comme rôle maintenant. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est quand même intéressant comme revirement de situation. Ça nous amène vraiment une autre perspective. On est presque dans la justice réparatrice ou en tout cas dans la volonté de sensibilisation et de voir les choses autrement pour apprendre à vivre avec qu'est-ce qui s'est passé plutôt que d'être en mode réaction et tout. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que, bon, clairement, on comprend un peu la dynamique dès le départ, qu'on ne soit pas nécessairement dans une réécriture de compte, que si ça a l'air un peu banal, puis jamais c'est mentionné agression sexuelle, on parle juste de, pas juste, mais on parle de l'attaque, là, en fait, qu'elle a vécue par le loup. Quelques détails, la grand-mère, la relation qui n'a pas l'air d'être facile avec la maman, le fait que par après, les gens, même sa mère, vont dire, mais en même temps, tu étais habillée en rouge aussi, tu sais. Tu parles d'une idée d'être habillée en rouge, pas comme si c'était vraiment surprenant que tu t'es soit fait manger par le loup. Donc, même cette malheureuse réalité-là de finir par mettre le pas sur la victime, peu importe le type d'agression, de dire, ben, c'est parce que, tu sais, en même temps, tu as couru après, la manière que tu étais habillée, tout ça. Même là, ça, c'est là. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le long, bien entendu, ce dont je vous parle là, c'est une inférence parce que dans le texte en tant que tel, c'est pas mentionné tel quel. On laisse au lecteur le soin de faire les déductions potentielles, de se poser des questions. Puis je vous dirais que la chose qui, bon, évidemment, tout ce qui tourne autour de la rencontre avec l'agresseur, la dynamique de manipulation, emprise, lien de confiance qui se crée rapidement, et tout ça, c'est pas quelque chose qui pour nous est nouveau. Par contre, le métier que va choisir le chaperon rouge, donc qui amène une autre approche, c'est quelque chose de très confrontant, de se demander pourquoi le chaperon rouge aurait décidé de faire ce choix-là dans son futur pour essayer, en fait, de juste mieux comprendre son passé. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je pense que je vais vous laisser quand même lire la fin par rapport à ça. C'est un petit opuscule de rien du tout. Bon, je vous rends compte que nous, on l'a mis pour enfants, mais je vous dirais que pour une meilleure compréhension, c'est sûr que techniquement, si c'est au premier niveau, il n'y a pas rien qui est techniquement dit qui pourrait évoquer que ça va faire en sorte que ça fait référence potentiellement à la mécanique de l'agression sexuelle et tout ça, et même à la justice en tant que telle, justice qui en est faite par la suite. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est quand même la réflexion que ça amène. Fait que je vous dirais que, je sais pas s'ils ont mis un âge là, pour eux autres ici, mais même si ça peut avoir l'air quelque chose qui évoque l'enfance, je vous dirais que j'irais plus avec, à la limite, dernier cycle du primaire, mais sinon début secondaire. Pour justement la réflexion que ça apporte, susciter le débat, susciter
ben justement, la discussion à savoir qu'est-ce qu'on comprend de ça. Est-ce que tout le monde comprend de la même façon? Est-ce que finalement, qui dans tout ça, est-ce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on pointe un responsable? Est-ce que c'est nécessairement chaperon rouge? Est-ce que la mère a un rapport avec ça? Parce qu'il y a aussi la dimension elle amène la dimension de, pour les enfants, souvent pour les protéger, on va juste leur mettre des règles, mais on leur explique pas exactement qu'est-ce qui est derrière, parce qu'on pense que ça va les protéger, mais dans le fond, en leur expliquant pas qu'est-ce qui est derrière, ils savent pas exactement à quoi s'attendre, puis c'est comme ça qu'ils vont plus pouvoir être pris par surprise, puis peut-être potentiellement être emmenés dans une dynamique dont ils pourront pas sortir. Donc, c'est vraiment habile, super intéressant. Mais je doute, là, moi, je suis, en tout cas, dans la bibliothèque, je pense que je vais le faire bouger pour un ado parce que je pense qu'il va être mieux apprécié. Comme je vous dis, il n'y a pas nécessairement rien qui serait contre qu'on lise pour un jeune, mais je ne sais pas si l'intérêt va être là. Parce que ça reste quand même qu'on va suivre le chaperon rouge alors que c'est rendu une jeune adulte, bien, c'est rendu une adulte qui a eu sa vie, qui a une carrière et tout, et qui vient confier au public, en fait, sa façon, sa version à elle de qu'est-ce qui s'est passé, puis de comment elle l'a vécu, puis de qu'est-ce qu'elle a décidé de faire pour le après. Donc, c'est sûr que je ne sais pas si pour un enfant jeune, ça va vraiment l'interpeller. Donc, c'est pas comme je vous dis que c'est dramatique, c'est juste que je suis pas certaine qu'il va vraiment être intéressé. Alors que peut-être fin primaire, 5e, 6e année, je pense qu'on est quand même capable d'avoir une certaine réflexion là-dessus. Puis après ça, début secondaire, quand même pas mal. Mais sinon, en fait, après ça, pour les adultes, pourquoi pas, je n'y pas. Mais écoutez, c'est vraiment une plaquette, là, je sais pas comment ça fait, pages, 55 pages. Puis quel beau pari a été fait par Frédéric Elbas et Clémentine Pochon et les éditions 2. Lancez-vous, ça vaut vraiment la peine. Découverte assez... je sais pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une relecture de contes comme on en voit souvent. Puis c'est pas une relecture de contes comme on en voit souvent, justement. Donc, allez-y, lancez-vous. Alors voilà. Sinon, je continue ma lecture en cours encore une fois avec les familles de John Irving. J'aime ça. En même temps, je trouve que je vois vraiment, surtout à l'audio, je vois des traits d'écriture de John Irving. Je perçois plus, en fait, quand on dit souvent que des auteurs vont réécrire un peu leur livre pendant plusieurs années, dans son cas, c'est sûr que dans ce cas-là, on a quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec les livres déjà parus. Puis on a vraiment le trait où la sexualité a vraiment une très grande place dans les livres de John Irving. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est toujours décrit, on est zéro dans qu'est-ce qui est genre, je sais pas moi, érotique ou rien. C'est tellement décrit de façon clinique que c'est bizarre. C'est toujours très bizarre et déroutant. Mais bon, ça reste quand même qu'on va suivre l'évolution d'Adam. Donc, c'est sûr que de sa vie de tout jeune à ado-adulte, puis on va suivre, entre autres, par son développement, son émancipation à la fois intellectuelle, mais aussi sexuelle. Donc, bon, c'est sûr que, juste vous le dire, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pas comme approche, c'est peut-être pas la meilleure fois. En même temps, c'est très typique de John Irving. J'avais juste jamais réalisé à quel point c'était présent, parce que quand on lit en papier, on dirait que c'est comme moins dans ta face. Puis là, je sais pas, en audio, c'est vraiment présent. Donc, j'aime toujours ça, mais bon, voilà. Je vais quand même, comme je vous disais, potentiellement ponctuer ma semaine de lecture plus graphique ou des choses comme ça pour vous permettre d'avoir un peu des recensions aussi à vous mettre sous la dent. Parce que dans le fond, mon roman, c'est un roman au long cours, puis je sais même pas si je vais l'avoir terminé cette semaine. Alors voilà, sans plus tarder, je vais me consacrer à ma pause repas, puis on se reprend quand je peux.
voulais vous faire un rapide petit coucou parce que je ne vous ai pas vraiment pris de la semaine. C'était une drôle de. En fait, un drôle d'enchaînement. J'ai commencé le vlog plus tôt. Mais après ça, ma fin de semaine était comme dans un autre beat. Puis, je suis toujours dans ma lecture en cours, au long cours, en lecture audio. Puis ça prend pas mal tout mon espace mental. Donc, je suis toujours dans le fameux The Last Chairlift de John Irving. Et j'en suis rendue quand même. J'ai dépassé la moitié. Je peux vous aller voir. Ouais. Donc, j'ai dépassé la moitié. Mais, puis. Je sais pas, je me souviens pas exactement comment j'avais perçu les John Irving avant, mais je pense que c'est exactement ce que ça me fait, c'est ce que ça m'a déjà fait avant, c'est-à-dire que sur le coup, je suis plus déroutée, voire dérangée, voire bousculée par le John Irving et sa plume, mais en même temps, je m'attache au personnage, plus ça va, plus je m'attache au personnage, plus je m'attache à justement leur côté insaisissable, leur côté irrévérencieux, immoral par moments. Mais en même temps, je sais pas vraiment si j'aime ça ou j'aime pas ça. Puis la plupart du temps, c'est une fois que je suis rendue à la fin du livre, puis que toutes les... En fait, pas les boucles se sont bouclées, puisqu'avec John Irving, des fois, il y a quand même des petits moments, des petites choses qui restent dénouées. Mais c'est là que j'apprécie, en fait, l'ensemble de l'œuvre. Puis c'est ce sentiment-là que j'ai à la fin de John Irving qui va me rester. Puis c'est ça la perception que je vais en garder. Fait que quand je vais dire « Ah, j'ai comme adoré Une prière pour Owen » ou « J'ai adoré L'œuvre de Dieu, la part du diable », « J'ai adoré Le monde selon Garp », je me souviens, je crois, dans mon souvenir, que ma première perception quand je le lisais à l'époque, c'était quand même... j'aimais vraiment beaucoup la plume, ça me faisait sourire, en même temps, des fois, ça me faisait détourner les yeux. C'est vraiment comme... Ça provoque, ça fait réfléchir. C'est pas confortable comme expérience de lecture, mais c'est pas une mauvaise expérience de lecture, c'est juste pas confortable comme expérience de lecture. Mais après, c'est tellement excellent qu'on peut pas vraiment s'en... C'est juste ça qui va me rester. Il va pas me rester une espèce de montagne russe de qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Dans celui-là, je me pose quand même la question souvent. Parce que c'est lent, le John Irving. C'est quand même 900 pages, je pense, celui-là, 890. Oui, 900 pages en anglais. Puis là, j'ai dépassé la moitié, mais j'ai toujours l'impression que c'est en train de se boucler, puis finalement, ça se boucle pas. Ça m'a pris, je vous dirais, mais je l'avais dit que ça allait être long avant que j'embarque. Ça m'a pris plus que 200 pages cette fois-ci. Ça m'a pris presque 350 pages. J'ai au moins fait le tiers, je pense, avant de vraiment être capable d'avoir un lien avec les personnages principaux, que je les aime ou que je les aime pas, peu importe, mais d'avoir un lien. Puis, ce lien-là fait en sorte finalement que je m'attache, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, plus ça va, puis plus il va y avoir les liens avec l'histoire, parce qu'absolument, John Irving, ce qu'il fait, c'est qu'évidemment, il met en scène une fresque de personnages qu'on apprend petit à petit à découvrir, puis c'est jamais dans... Si vous aimez les récits linéaires, c'est pas pour vous, donc c'est pas linéaire du tout, mais par contre, on voit quand même des liens avec l'histoire avec un grand H, donc c'est aussi une façon un peu, c'est une manière de roman historique, peut-être un peu à la manière de ce que les gens ont pu voir dans Forrest Gump, dans le sens où ça me fait un peu penser à ça, là, comment on va percevoir l'histoire. Ça va toujours être la façon dont l'histoire avec un grand H touche les personnages principaux. Par contre, c'est pas du tout linéaire là, comme Forrest Gump, donc vraiment, comme je vous disais. Et les thèmes abordés là-dedans sont quand même assez majeurs. Il y a des thèmes qui reviennent, des thèmes récurrents, comme je vous disais. On a l'impression qu'on réécrit, encore une fois, on est un petit peu dans une réécriture d'une prière pour Owen, en quelque sorte, mais en poussant vraiment plus loin le côté atypique des personnages potentiellement qu'il y avait dans Une prière pour Owen. Là, c'est pas les mêmes, mais c'est juste qu'il y a quand même des dynamiques qui restent. Front Street, Exeter, l'Académie, habiter chez une grand-mère, une mère monoparentale, un père inconnu, des cousines, une cousine présente avec un caractère fort, l'omniprésence de la diversité
dans les réalités, dans le fond, d'orientation sexuelle, d'identité, de genre, de rapport de la société à la différence, de transgression morale. Bref, fait que ça, je vous en ai déjà un peu parlé, mais c'est encore tout là. Fait que c'est sûr que c'est comme je vous dis, je pense que la meilleure façon, puis je pense que j'ai mis le doigt dessus finalement, mais c'est que c'est pas une lecture confortable. En même temps, c'est une lecture mémorable, effectivement, du John Irving. Mais j'avais juste oublié à quel point c'est pas confortable pendant, mais ça vaut vraiment le coup. C'est bizarre de dire ça. C'est pas parce que je sais pas comment l'expliquer vraiment. J'arrive pas à mettre les mots, mais bref. Fait que je continue. C'est juste que ça me prend tout mon espace de lectrice, mon espace mental de lectrice. Puis là, ben, j'ai peur de pas vraiment pouvoir vous faire beaucoup de recensions cette semaine. Je m'étais dit que j'allais faire des lectures en graphique. Là, j'ai vraiment juste pas eu le temps de me poser depuis. Donc, je vais voir. Je vais peut-être essayer d'en lire au moins une ou deux pour au moins vous faire des petites recensions pendant la semaine. Puis aussi, je suis comme hyper fatiguée en ce moment. Il n'y a pas rien de grave, juste une semaine comme ça, là, je dirais que le sommeil est moins au rendez-vous. Fait que c'est sûr que quand je suis super fatiguée, je suis moins concentrée, j'ai moins le goût d'essayer des choses, j'ai moins le goût de me lancer dans, mettons, des petites lectures rapides juste pour les découvrir puis pour potentiellement vous en faire profiter si jamais c'est intéressant. Je pense pas nécessairement, mettons, à me lancer dans un casse-tête. Je vais marcher à tous les jours, par contre. Puis là, ben, comme vous avez pu voir ce matin, on a eu la surprise de voir de la neige en ce 8 avril. Moi, j'aime vraiment ça, mais il ne faut pas le dire trop fort parce que les gens sont vraiment tannés. Mais moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe en ce moment. J'ai été en librairie rapidement hier. Je suis toute mêlée dans ma semaine, c'est vraiment compliqué. Hier. Et d'habitude, je fais des petites images, mais là, j'ai profité plutôt de la bonne compagnie avec qui j'étais. Et ben, plutôt que de prendre des images. Mais j'ai quand même fait un petit tour en librairie, donc je me suis laissée tenter par deux titres. Et j'ai reçu un cadeau, donc je vais vous en parler peut-être pas là, parce que je suis un peu fatiguée puis tout ça. Mais ben, demain, si j'ai le temps, je vais essayer de faire un petit topo pour vous montrer ça. Puis, ben voilà. C'est tout. Alors, je me replonge dans cette brique. En fait, dans l'écoute de cette brique. Et ben, je vous en parle en espérant. J'aimerais vraiment ça l'avoir terminé pour la fin de ce vlog-ci, mais je le sais pas. En même temps, bon, je sais pas pourquoi je suis un peu baillée dans ma semaine parce que là, on est juste mardi. Je peux quand même techniquement étirer le vlog jusqu'à samedi, donc je peux peut-être l'avoir fini, mais ça m'a pris quand même plus qu'une semaine pour juste lire la moitié. Fait que je vais voir. Si je ne finis pas, c'est pas plus grave que ça. Je le finirai dans le prochain vlog. Mais bon, voilà. Allez! Hey, coucou! Alors, je vous retrouve fin de journée après le boulot. Avant d'aller courir, je vous avais dit que j'avais fait un petit tour en librairie lundi et que, ben, d'abord, j'ai pris quelque chose qui était gratuit parce que le nouveau numéro de la revue des libraires est arrivé avec un petit lapin qui doit sans doute évoquer Pâques. Il y a quand même la neige ici. Mais c'est le numéro avril-mai, dans le fond. Donc, pour ceux qui sont au Québec, c'est gratuit maintenant. Ça veut dire que si c'est dans les librairies, c'est aussi potentiellement dans vos bibliothèques. Pour ceux qui ne sont pas au Québec, ben, c'est disponible en ligne aussi, en version PDF. C'est sûr que c'est quand même en lien avec les parutions, les dates de parution au Québec. Mais si jamais vous êtes intéressé par la littérature québécoise, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être une façon d'approcher le tout. Je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai le lien vers la revue en numérique en barre d'infos. Puis ce que je vois, c'est que dans le numéro ici, on parle quand même du nouveau John Irving que je suis en train de lire. Donc, voilà. Sinon, ben, j'ai eu un cadeau. Je suis super contente. Dans le fond, c'est une BD que j'avais vue, pour laquelle j'étais en attente à la bibliothèque, que j'ai pas pu avoir l'opportunité de lire encore. Et ben voilà, je me la suis fait offert. Je me la suis fait offert.
On me l'a offert. Je vais y arriver. Je fais une journée, je suis fatiguée. Donc, voilà. Donc, Globe trotteuse, le tour du monde de Nelly Bly et Elisabeth Bisland. C'est par Voleuil, illustré par Julie Rochelot. C'est publié chez Dargaud. Et la quatrième de couverture, ça dit New York, 1889. L'intrépide journaliste Nelly Bly décide de battre le fameux record fictif imaginé par Jules Verne et de réaliser le tour du monde en moins de 80 jours pour le compte du New York World. Attiré par la publicité et l'engouement du public pour cette aventure, un journal concurrent dépêche une autre femme journaliste, Elisabeth Bisland, pour la coiffer au poteau. S'engage alors une course contre la montre, les éléments et le sexisme. Ça m'intéressait vraiment, puis surtout avec les illustrations de Julie Rochelot. C'est toujours assez intéressant. Donc, je vais vous montrer. Oups, j'avais un petit complément ici sur des livres de poche pour en savoir plus sur Nelly Bly. Mais ça, c'est, par exemple, des planches comme ça ici. Bon, je sens qu'on va jouer avec avec la colorimétrie. Oh, super composition. Regardez. Oh. Donc, ça, c'est un cadeau. Puis, j'avais dit que cette semaine, j'allais lire des romans graphiques pour essayer de vous en faire des recensions. Je vais essayer de le lire avant samedi pour vous en parler. Sinon, j'ai décidé d'acheter 2 trucs sur un coup de tête. Un que j'avais vu passer, puis je me disais, mais je sais pas, ça m'a vraiment interpellée. Puis là, vous allez voir que dans les 2 cas, c'est des traductions. Vous savez que de mon côté, c'est assez rare d'habitude. Mais là, je me suis lancée quand même là-dedans. Alors, tout d'abord, on a Les Naufragés du Wager, je ne sais pas si c'est allemand, de David Gran, en traduction ici, format poche chez Point. Et je vais vous en... Ouais, j'ai ouvert la 4e couverture. 1740, le vaisseau de guerre royal, le Wager, ou Vaguer, est envoyé en mission secrète pour piller les cargaisons de l'Empire espagnol en Amérique du Sud. Mais il fait naufrage après avoir passé le Cap Horn. Une poignée d'hommes survit sur une île désolée au large de la Patagonie. Cannibalisme, meurtre, mutinerie. Leur vie devient un enfer tandis que 3 factions s'affrontent sur la stratégie pour rejoindre le Royaume-Uni. Alors que tout le monde croyait l'équipage disparu, un premier groupe de rescapés réapparaît au Brésil 283 jours après la catastrophe. Après leur retour en terres anglicanes, commence alors une autre guerre, celle des Ricci. Les accusations de trahison et de meurtre fusant, l'amirauté convoque une cour martiale. L'enjeu est de taille, les désignés coupables seront pendus. Donc ça a l'air super intéressant. Apparence historique, une époque que je connais pas beaucoup, donc ça doit être le Wager, j'imagine, puisque c'est l'Empire britannique, et 1740. Voilà, donc traduit de l'anglais, je pense. Je n'ai même pas enlevé mes étiquettes pour vous dire. Traduit de l'américain. Donc, voilà. Et sinon, je me suis aussi laissée tenter par un autre. Et puis là, encore une fois, c'est en traduction, mais c'est qu'on dirait que c'était les éditions Gallmeister, leur collection de poches qui s'appelle la collection Totem. Depuis un certain temps, on voit vraiment la grosse différence par rapport au coût des livres. Les livres qui, pour nous autres, sont des éditeurs étrangers, sont très chers. Je sais que le coût du papier a augmenté, mais en tant que bibliothécaire qui s'occupe de développer des collections, je peux vous dire que ça a un impact malheureusement sur nos achats parce que les budgets ne sont pas extensibles. Puis ça a aussi un impact sur moi, l'amoureuse des livres quand même, des avoirs en papier, parce que à un moment donné, c'est juste plus abordable pour moi. Même les collections Totem, qui étaient les collections poches, souvent étaient à 27 $ canadiens. Les grands formats sont rendus quasiment 48, 52. Pour des livres, des fois, qu'on n'a pas nécessairement lu. Je sais que j'ai une approche, que je vous avais dit que j'allais avoir une approche qui était plus... si je suis sûre que je veux le lire ou que je l'ai déjà lu ou que je l'ai déjà écouté en audio, je vais l'acheter. Mais là, pour le moment, je me suis laissée quand même porter. Donc, j'allais plus avec les formats poche. Puis celui-ci était un coût quand même raisonnable, 19,95 $. Parlons économie. Alors, c'est celui-ci. Donc, c'est Wake. Et c'est la trilogie de l'éveil, le tome 1. C'est de Robert J. Sawyer, donc chez Gallmeister, dans la collection de poche Totem. Et c'est... Ah! Je ne savais même pas. Ben, écoute donc. Saviez-vous que Robert J. Sawyer est un auteur canadien, puisque c'est traduit de l'anglais Canada. Donc, voilà. Finaliste pour prix Hugo. Alors, je vous lis ça. À 16 ans, Caitlin Becter est un génie des mathématiques. Aveugle de naissance, elle bénéficie d'un programme révolutionnaire qui doit lui permettre de découvrir le monde, mais aussi et surtout le visage de sa mère.
Lorsqu'on lui greffe un implant oculaire et que la lumière se fait enfin, ce sont les paysages du web qui explosent dans sa conscience en une débauche de formes et de couleurs. Avide de découvertes, Caitlin se met à explorer cet étrange univers. Et c'est là qu'elle découvre une chose inimaginable. Une chose qui, à mesure que le temps passe, devient de plus en plus intelligente. Donc, on est plus dans SF, j'imagine, intelligence artificielle. Puis là, pour une fois, en plus, la mise en page n'est pas trop chargée quand même. Donc, voilà, c'est mes 2 petits achats impulsifs en bonne compagnie. Donc, nouveauté, format poche pour la maison. Le petit cadeau, le gros cadeau que j'ai eu. Et ce petit feuillet-là, je sais pas qu'est-ce que ça dit. Ah, ben c'est chez Point, dans le fond. Ouais, c'est 3 possibilités. Ben, je vais vous les montrer quand même. Il y aurait celui-ci qui était Nelly Bly. C'est par qui? Mais c'est peut-être par Nelly Bly? Je sais pas. Oui, je pense que c'est juste le reportage de Nelly Bly. Sinon, il y a l'autre. Oui, c'est par Nelly Bly. Donc, l'autre, c'est 10 jours dans un asile. Ça, il y a aussi une BD qui a été faite en adaptation parce que, dans le fond, elle s'est faite. Nelly Bly, la journaliste, a décidé de se faire interner volontairement dans un asile à l'époque, ou en 1887. Au Blackwell's Island Hospital à New York pour justement témoigner des conditions de détention. C'est de la détention à l'époque qui sévissent dans ces endroits-là. Donc, ça, c'est assez troublant aussi. Et sinon, ici, on a... ça, je pense que c'est une bio. Ouais. Mais ça, dans le fond, c'est la compilation des plus grands reportages de Nelly Bly. Donc, ça doit contenir, en fait, les deux aventures, les 2 reportages dont je vous ai parlé. Donc, le tour du monde en 72 jours et 10 jours dans un asile. Et voilà. Et elle s'appelle Elizabeth Jane Cochrane. Donc, voilà. Je vais arrêter de blablater. Ça paraît-tu qu'il faut que j'aille courir? Puis, en fait, je vais aller courir, ça me tente, mais que là, je suis un petit peu en train de procrastiner. Alors voilà, c'était le book haul surprise de la semaine. Je vous reviens dès que je vais avoir lu mes lectures graphiques pour vous faire des petites recensions. J'avance toujours aussi bien dans le John Irving, mais il me reste 8 heures d'écoute. Donc, je fais tout pour arriver à le terminer avant la fin de ce vlog-ci pour pouvoir vous en parler. Allez, à bientôt! Hey coucou! Alors on se retrouve vendredi 11 avril, pause repas. Et en fait, je viens vous parler de 2 lectures que j'ai faites. Tout d'abord, vous avez pu le voir dans les images de tantôt. Mais ce matin, j'ai décidé de lire un autre livre des éditions 2. Donc celui-ci, Le Presque Chien, ni Dieu ni laisse, de Frédéric Elbaz. Et j'ai comme réalisé qu'en fait, c'est exactement la même autrice que Mémoire d'outre-compte, Le Petit Chaperon Rouge, que j'ai lu au début de la semaine. Ça me disait quelque chose, mais bon. Donc, celui-ci, je l'avais chez moi depuis un bon moment. À l'arrière, en fait, je vous laisse que c'est un extrait du prologue et ça va vous donner une petite idée un petit peu de à quoi vous attendre. Quand on m'a demandé d'écrire mes mémoires, l'idée m'a tout de suite emballée. D'habitude, ce sont les hommes qui parlent en notre nom et au risque d'en décevoir certains, j'ai relevé beaucoup d'erreurs et d'inexactitudes nous concernant. Je déteste l'approximation, elle me fait dresser le poil et je ne suis pas à mon avantage, tout ébouriffé. Pour certains, j'ai l'air abrupte et péremptoire, mais en réalité, le doute m'assaille. Le cours de ma vie a basculé quand ce qui me semblait être une évidence a volé en éclats et s'est transformé en une interrogation. Suis-je un chien? Alors, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est? Donc, on va suivre un chien qui éventuellement va finir par se faire appeler Bernard. Et ensuite, presque. Donc, on va suivre un chien dans son bout de vie. On va commencer à le voir alors qu'il est dans un parc, en dessous d'un banc, visiblement abandonné là. Et il va se faire remarquer par une personne
d'un âge certain qui s'appelle Marthe et qui va le voir et qui va dire « Oh mon Dieu, mais t'es toute seule, je vais faire quelque chose pour toi. » Puis elle va l'accueillir chez elle. Ils vont développer une super belle relation. Elle va l'appeler Bernard. Et puis, bon, ben, plus ça va aller, plus il va l'apprivoiser, elle va l'apprivoiser, puis elle comprend super bien. Elle pense toujours, il dit que les humains pensent qu'il ne comprend pas, mais lui, en fait, il comprend tout ce qu'elle lui dit. C'est juste qu'à l'envers, des fois, elle ne comprend pas toujours ce que lui va penser nécessairement. Et bientôt, bien vite, il va comprendre qu'elle semble assez seule, cette personne-là, même s'il n'y a pas nécessairement le concept de solitude dans ses mots à lui de chien. Et aussi qu'il y a certains rituels, certains langages qui n'est peut-être pas un langage qu'il est habitué à entendre et que tous les vendredis, elle fait un repas particulier pour lui en allumant une chandelle et tout. Bon, ça reste comme ça. Éventuellement, à force de sortir, il va finir par rencontrer des chiens à l'extérieur qui, eux, ne sont pas en laisse ou avec un propriétaire. Et il va commencer à se faire intimider. Puis on va commencer à, dans le fond, à le traiter de pas un chien. Donc, pas une bonne race de chien. Donc, on va ici, évidemment, c'est vraiment un roman qui s'adresse à un jeune public et qui, malgré un ton joyeux, va aborder des thèmes beaucoup plus sérieux. Donc, bref, on va vraiment, en fait, le discriminer parce qu'on dit que, bon, c'est un chien d'appartement, qu'il n'a jamais connu ça, lui, la douleur et l'abandon. Puis les autres, c'est une gang de chiens qui se sont fait soit abandonner, soit que leurs maîtres sont décédés ou se sont fait abandonner. Puis ils ont décidé de se rassembler pour, en fait, devenir forts dans tout ça et tout. Puis bon, plus ça va aller, puis plus le fameux Bernard va finir par avoir une genre de double vie parce qu'il va vraiment être attiré par ce groupe de chiens-là. Il veut un peu apprendre à mieux les connaître. En même temps, il est rejeté parce que, bon, ben, il se fait bousculer. Mais il y a quand même des gens là-dedans qui disent non, mais c'est des gens qui ont beaucoup souffert, puis c'est comme ça qu'ils réagissent, mais tu sais, t'en fais pas, on n'est pas des mauvaises personnes et tout. En parallèle, à la maison, il va de plus en plus vouloir savoir qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que Marthe est toute seule, comment ça se fait qu'elle a réagi super fortement quand il a fallu lui faire émettre une médaille puis qu'on lui a proposé une médaille en forme d'étoile jaune. Bon, vous voyez un peu, là, on est des adultes, nous on le voit un peu qu'est-ce que c'est. Et bien, dans le fond, on va suivre ce chien-là dans sa quête de sa réflexion par rapport à la liberté. Dans le fond, il est heureux d'être aimé par Marthe. En même temps, on lui fait comprendre dans le groupe de chiens qu'il ne devrait pas aimer ça, être contraint, donc avoir des limitations. Il y a beaucoup de parallèles par rapport à l'emprisonnement, à la discrimination raciale et à l'abandon. Parce qu'évidemment, il va avoir à un moment donné, il va partir un peu trop vite, puis il va avoir être pris dans un chenil où est-ce qu'on ne s'occupe pas nécessairement bien des gens. Il va également avoir, par rapport à la fameuse Marthe, un préjugé de société par rapport à son âge puis au fait qu'elle ne parle pas la même langue que tout le monde. Évidemment, on va effleurer très doucement le côté, en fait, de la Seconde Guerre mondiale et de la réalité de certains Juifs polonais et tout ça, donc, qui ont été malheureusement emmenés dans les camps et tout. C'est super bien fait. C'est vraiment pour les tout petits, pour les tout petits, ouais, je sais pas, 8-10 ans, 6-8 ans, 7-9 ans peut-être. Court chapitre. À hauteur de chien. En même temps, c'est clairement un chien qui a une bonne capacité de réflexion, qui est capable de faire des liens. Puis si c'est quand même un chien qui nous apparaît lucide, c'est quand même un chien qui réfléchit, qui n'a pas toutes les données. Donc, c'est pas nécessairement un chien qu'on a complètement anthropomorphisé, donc qui va avoir des raisonnements complets comme un humain. Donc, ça, c'est super intéressant aussi quand même, parce qu'on a fait un compromis sur la crédibilité et tout ça du témoignage. Puis, ben, on adore Marthe, on s'inquiète pour eux. Il va avoir des grands moments d'émotion. Je trouve que c'est un bon roman pour aborder différents sujets, puis avoir des piqûres de curiosité par rapport à d'autres. Donc, justement, des sujets qui ne sont pas nécessairement évidents. Donc, discrimination, racisme, antisémitisme potentiellement, Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Donc, c'est sûr que... puis en même temps, tout ça dans une espèce de bulle de douceur, mais pas de banalisation, avec des personnages bien déterminés, malgré que ça va quand même assez vite parce que c'est un roman jeunesse. Donc, les chiens qui sont l'espèce de chiens errants ont toutes des personnalités. Il y en a un qui s'appelle Einstein, puis ses maîtres étaient des scientifiques, puis là, il essaie de comme, faire un peu la poursuite de ses recherches. Il y a une chienne qui s'est évadée d'un laboratoire, il faisait des tests sur les animaux. C'est super bien fait, puis on veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé pour Marthe. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Coup de cœur, non. Public jeunesse, puis j'ai quand même trouvé qu'il y avait un petit moment il y a des petits moments de flottement quand même au niveau du rythme. Est-ce qu'il aurait fallu que ce soit
vraiment plus vite pour assumer, puis peut-être un peu moins développé, ou un peu plus long pour qu'on puisse développer un petit peu plus quand même, parce qu'à partir du moment où il va rencontrer les chiens, Bernard, il y a comme vraiment un moment où l'intrigue va complètement tourner, en fait, va changer de direction. Puis là, on va avoir quand même beaucoup à apprendre sur le mystère qui entoure Marthe. Il va se passer plein de péripéties, puis ça se résout assez rapidement. C'est pas surprenant pour de la fiction jeunesse qui s'adresse à ce public-là, donc cet âge-là, cette tranche d'âge-là ou cette tranche d'aisance-là avec la lecture. Mais comme il y a vraiment eu un travail impressionnant sur la création de personnages, ça m'a quand même un petit peu attristé de ne pas en avoir un peu plus. Donc, dans le fond, je suis un peu restée sur ma faim. Mais très belle découverte, si ça vous le dit. Donc, Le Presque Chien, Ni Dieu ni laisse, de Frédéric Elbaz. Et c'est pas à négliger, illustré par Pierre Pratt ici, dans ces éditions-là. Donc, on a l'illustration de la couverture qui est en couleur, mais sinon, on a des illustrations en noir et blanc également à l'intérieur. Et sinon, j'ai enfin, oui, enfin, parce que là, ça faisait quand même 11 jours que je l'avais en cours, mais j'ai terminé l'écoute de The Last Chairlift de John Irving, donc en français, Les fantômes de l'hôtel Jérôme. Puis je vous en ai parlé quand même beaucoup dans ce vlog-ci. C'est un roman foisonnant comme seul John Irving sait le faire. C'est un roman choral, c'est un roman socio-historique. J'ai fini par accrocher à partir de la moitié du roman. Ça a pris quand même beaucoup plus de temps pour moi à m'accrocher, à avoir un intérêt dans l'histoire. Évidemment, plus ça va, plus avec John Irving, c'est toujours comme ça, je vous le dis, c'est en circonvolution. Donc, plus ça va, puis plus on va retourner, aller rechercher des détails qui vont faire en sorte qu'on comprenne de plus en plus le portrait général. Et plus ça va aller, plus on va enfin comprendre le grand portrait. Et bien évidemment que c'est là qu'on apprécie le plus. Donc, oui, il y a eu cette structure-là qui est très John Irvingiste. Oui, il y a eu aussi beaucoup, comme je vous disais, des références à la grande histoire avec un grand H, particulièrement ce qui touche la communauté LGBTQIA+, aux États-Unis, à partir des années 40, début 40 jusqu'à 2020. Oui, quand même. Hein? Ça, c'est John Irving aussi, c'est pour ça que c'est 900 pages. Donc, intéressant. Par l'histoire, oui, c'est des choses qui m'avaient interpellée. En même temps, on va un petit peu plus profond là-dedans. Il y a aussi un peu de politique américaine. John Irving est un auteur qui est américain, qui habite au Canada depuis un certain temps et qui n'habite pas au Canada seulement depuis il a commencé à habiter au Canada partiellement avant même qu'il y ait des problématiques aux États-Unis et qui étaient qui n'étaient pas en accord avec ce qu'il pouvait penser, avec ses convictions et tout. Mais c'est sûr que maintenant, je sais pas qu'il était à Toronto, John Irving, je me souviens plus. Mais c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'est sûr que c'est un auteur qui dit moi pour le moment, je vais rester au Canada, évidemment. En fait, il était passé récemment à Tout le monde en parle, puis je n'ai pas écouté son entretien au complet. Mais bref, il y a toujours eu aussi, d'un point de vue, un intérêt, une sensibilité à tout ce qui est contexte sociopolitique, impact sur l'humain, sur l'évolution de l'humain, puis particulièrement sur les humains en marge. Donc, c'est toujours ça aussi, John Irving, c'est qu'il nous raconte l'histoire avec un grand H, puis celle avec un petit H, mais c'est l'histoire dans les marges. C'est ça qui est déroutant, c'est ça qui est déconcertant, c'est ça qui est excellent parce que c'est surprenant, c'est quelque chose qu'on ne lit pas nécessairement souvent. Mais c'est ce qui fait que quand même, c'est parfois assez complexe de se sentir interpellé dès le départ parce qu'il y a une très, très longue mise en place volontairement par John Irving dans ses histoires. Puis celui-ci, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu du John Irving ou parce que j'ai l'écouté à l'audio pour la première fois, mais ça a été quand même vraiment long. J'ai commencé à vraiment vouloir savoir qu'est-ce qui allait se passer par rapport aux personnages principaux, entre autres à partir de peut-être l'équivalent de 400 pages sur 900. Ce qui est quand même près de la moitié, c'est un peu intense. Donc, je me suis accrochée. Je suis contente de m'être accrochée. J'ai beaucoup aimé ça. La fin, ouais, la toute fin. Mais pour le restant, après, ça va. Est-ce que j'aurais aimé que ça se poursuive encore un peu plus? Oui, mais peut-être que c'était pas nécessaire. Donc, je pense que c'est pour ça que John Irving, dans le fond, n'est pas allé plus loin parce qu'évidemment, que ça s'arrête en fait à l'équivalent du premier mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis. C'est pas que tout tourne autour de ça, mais c'est quand même un peu en lien. Ça va aussi aborder
les guerres, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. Ça, c'est aussi des sujets récurrents avec John Irving. Puis il y a énormément de parallèles avec Une prière pour Owen. Ces sujets-là sont aussi abordés dans Une prière pour Owen. Comme je vous disais, il y a même des personnages ou des duos de personnages ou des relations entre les personnages qui rappellent beaucoup, beaucoup ça. La littérature aussi qui est au cœur de l'histoire, enseignant en littérature, c'est là aussi dans le prière pour Owen. Et la marge est là aussi, est là, dans toute sa splendeur, dans toute sa complexité, dans tous les préjugés et toutes les discriminations qu'elle va subir et même les torts qu'elle va subir de la part de la société aussi américaine pendant toute cette grande période-là. C'est impressionnant, c'est foisonnant, c'est époustouflant. C'est quand même prenant et à la limite épuisant par moments parce que c'est vraiment un gros, gros morceau. Je suis contente de l'avoir lu. Ça sera pas mon John Irving préféré parce que je ressens quand même un peu, jusqu'aux peut-être 300 dernières pages, j'avais quand même l'impression qu'il réécrivait en fait toujours un peu ces mêmes histoires. Même si j'aimais beaucoup les personnages, puis les personnages sont en tant que tels originaux, mais ça reste des archétypes de John Irving. Puis même si j'aime ça, parce que je suis une fan de John Irving, ça me laissait un petit côté de, bon, on est encore en train d'un peu remâcher tout ça. Par contre, évidemment que là, on s'approchait de périodes historiques qui sont plus proches de ma vie à moi, puis qui pouvaient m'interpeller plus. Donc, l'intérêt est toujours quand même présent pour moi. Je ne sais pas quoi en penser d'autre à part, je suis contente de l'avoir lu. Je vais peut-être surveiller s'il y a d'autres John Irving qui s'en viennent, mais en même temps, l'auteur est quand même assez quand même avancé en âge. Je ne sais pas s'il va continuer à écrire tant que ça. Mais bref, je suis contente de ma lecture au long cours, même si elle a fait quand même, elle a duré pendant 2 vlogs. Par contre, je suis bien contente aussi de passer à autre chose maintenant. Ça va me faire du bien aussi de juste... Parce que quand même, un livre audio, c'est la première fois, je pense... non, j'avais eu Marcel Proust aussi. Mais c'est dans les premières fois que j'avais une lecture au long cours, quand même 33 heures de livre audio. J'en ai lu aucun finalement en papier. Je l'ai vraiment tout écouté à l'audio. Le lecteur de cette version-là était excellent d'ailleurs. Et ben voilà, là, ça me prend un petit quelque chose d'autre. Je vais commencer une lecture commune à partir de lundi d'une autre brique avec Laura's Reading, je pense, puis Chuyu Readings. C'est Le cœur singulier de Millie Davis. Puis celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas en version ni numérique, je l'ai en version numérique, mais je ne l'aurai pas en version audio numérique. Donc ça va peut-être être une lecture justement papier, fait qu'il faut que je me trouve autre chose. Mais disons que je vais me prendre une petite pause de ces grands romans chorales-là à grand déploiement. J'aime ça en lire, mais je ne peux pas en lire trop de suite. Alors voilà. Et je pense que je vais terminer le vlog ici parce que, ben c'est sûr, dans le fond, ça aura été le vlog de mon retour vers John Irving et de la découverte de l'autrice. Là, je dis autrice, puis peut-être que c'est auteur parce que c'est Frédéric QE. Pour moi, au Québec, les Frédéric QE, ce sont des femmes, mais peut-être que c'est un homme finalement qui écrit ça, puis qui écrit son nom tout simplement comme ça. Je n'ai pas fait de vérification. Mais bref, Frédéric Albas, que j'ai découvert finalement aux Éditions 2, donc ça aurait été ce vlog-ci. J'espère que malgré que c'est un peu une structure particulière, puis je vous ai plus parlé de ma lecture en cours qu'autre chose, ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, peut-être me dire si vous avez déjà lu du John Irving. Si oui, lesquels vous avez lu, est-ce que ça vous a plu ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire, ce type de roman choral-là, sociopolitique dans les marges? Voilà. J'attends bien de vos nouvelles. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est ce qu'on se revoit. J'espère que vous allez avoir des superbes lectures. Puis nous, on se dit à la prochaine!